bonjour à tous. Bienvenue justement donc à ce tout nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui d'Augustin Rado, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Augustin. Bonjour Iman et bonjour à tous. Donc voilà, comme d'habitude, nous allons commencer effectivement donc notre présentation avec un commentaire des principaux indicateurs économiques. Et puis ensuite, nous verrons donc le focus macro de la semaine, le focus micro. La minute pédagogique donc, que nous avons insérée la semaine dernière. Puis, nous évoquerons également quelques idées d'allocation avec Augustin. Donc, Augustin, tout d'abord, justement, donc, un commentaire sur les principaux indicateurs macroéconomiques. Je te laisse les commenter. Et voilà, histoire. Très bien, merci. Alors si on doit résumer un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, je dirais que c'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on a des marchés financiers qui sont très influencés par la macroéconomie, finalement très peu par les fondamentaux. Par la macroéconomie, on entend l'inflation, les taux, les banques centrales qui viennent influencer ces marchés actions. Pour ceux qui suivent les marchés quotidiennement, hein, on a eu des marchés boursiers européens et américains qui reprenaient un petit peu des couleurs en début de semaine et qui, jeudi et vendredi, eh bien, ont fortement corrigé, encore une fois, rythmés par cette macroéconomie. Et j'aurai l'occasion d'en parler pendant notre volet justement dédié à cette section. Quand on regarde le reste du monde, on voit bien sûr la performance assez décevante de la Chine, hein, moins 7% sur la semaine. Ce qui se passe en ce moment en Chine, c'est que les marchés intègrent finalement un ralentissement de la croissance. On le sait, la Chine, elle fait face à une nouvelle vague de Covid. Le pays a été un des meilleurs pour gérer cette crise sanitaire il y a 2 ans. Et aujourd'hui, bah voilà, on le sait, il y a de nouveau des cas de contamination. Et la Chine y répond par un confinement assez strict. On le voit à Shanghai aujourd'hui, on l'anticipe à Pékin demain. Et ce confinement strict, eh bien, il gèle l'économie du pays, il ralentit tout type de transactions, de production. Et c'est bien ce qu'intègrent les marchés aujourd'hui dans les cours boursiers, c'est ce ralentissement économique chinois. Alors ce ralentissement, il se traduit aussi par évidemment une baisse de la demande chinoise, et cette demande chinoise, elle est importante, elle influe sur le reste des marchés, et on le voit sur la semaine, le prix des matières premières, de l'énergie et de l'or ont chuté, et c'est bien la résultante de cette moindre demande chinoise. Enfin, le reste des pays émergents, également en particulier les pays d'Amérique latine, exportateurs de matières premières, eh bien, souffrent également mécaniquement de cette chute des matières premières. Je dirais que globalement, sur la semaine, on a, comme on le voit ici, un regain de la volatilité. Et c'est un petit peu l'histoire des marchés, comme je le disais, depuis le début de l'année, des marchés rythmés par cette macroéconomie et qui vient vraiment nourrir forte volatilité et des forts mouvements de marché sur la semaine. Alors, ton focus macroéconomique donc de cette semaine, une fois n'est pas coutume, concerne de nouveau l'inflation. Donc, je mets là le slide de présentation et je te laisse le commenter, Augustin. Très bien. Euh, alors effectivement, quand on est banquier central, il y a un indicateur d'inflation parmi tant d'autres qu'on aime bien regarder, c'est l'inflation à 5 ans dans 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est une inflation qui est donc dépourvue en partie de facteurs à court terme qui viendraient l'influencer. Et on voit que même cet indicateur-là, donc c'est le graphe de gauche, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il est en hausse depuis le début de l'année, et cette hausse, elle est en train de s'accélérer sur ces dernières semaines. On avait une inflation, on l'a vu, qui était en partie influencée par cette hausse des matières premières, enfin cette hausse de l'énergie en particulier. Et même si on voit, on l'a vu sur la semaine, un repli de l'énergie, on s'est compensé en parallèle par un rebond et une hausse importante de l'alimentaire. On le sait, l'Ukraine est exportateur de grains, de blé, et très récemment, on l'a vu en Indonésie avec un arrêt de l'export de l'huile de palme. Tout cela vient nourrir bien ces inflations sur l'alimentaire et donc contribuer de nouveau à des anticipations d'inflation plus fortes. Pourquoi c'est embêtant pour les banquiers centraux? Eh bien parce qu'ils sont sans cesse surpris par ces nouvelles hausses de l'inflation et cette nouvelle ajustement des anticipations d'inflation. Et on l'a vu, c'est l'histoire
cette semaine, comme ça l'est depuis le début de l'année, une réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui, eh bien, on l'a vu en début d'année déjà, annonçait tout juste que l'inflation était persistante, et au fur et à mesure de l'année, eh bien, revoyait la vitesse de normalisation de sa politique monétaire. Alors, vous le savez peut-être, les hausses traditionnelles de taux à la Réserve fédérale, c'est 25 points de base, un quart de point. Eh bien, ce type de hausse n'a cessé d'augmenter. Donc, on est sur un nombre de hausses de taux attendus qui ne cesse d'augmenter, mais l'ampleur de cette hausse également continue d'augmenter, puisque la semaine dernière, eh bien, les marchés, les banques centrales nous suggéraient une hausse possible de 3/4 de point, donc 75 points de base pour cette réserve fédérale américaine. Même histoire pour la Banque centrale européenne, si ce n'est que Christine Lagarde marchait un petit peu sur des œufs jusqu'à maintenant. Et on le comprend, l'économie européenne est structurellement différente de l'économie américaine, et plus exposée à la Russie et à l'Ukraine, que ce soit géographiquement et commercialement. Donc on comprend la réticence de Christine Lagarde de normaliser cette politique monétaire. On s'attendait jusqu'à maintenant, et c'est ce que les marchés anticipaient, c'est ce qui nous était communiqué par la Banque centrale européenne, une hausse de taux tout au plus d'ici la fin de l'année. Désormais, c'est 3 hausses de taux qui sont anticipées par les marchés, et on le voit sur le graphe de droite, c'est quelque chose qu'on aime bien regarder. Ici, c'est les maturités assez courtes, le taux de 2 ans, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce que c'est très sensible. Les mouvements de taux 2 ans sont très sensibles à ce qui peut se passer au niveau de la politique monétaire des banques centrales, et on le voit, cette hausse assez importante ces derniers jours et ces dernières semaines de ces taux 2 ans en Europe et aux États-Unis. C'est bien voilà, l'illustration de marchés qui doivent s'ajuster en permanence à cette nouvelle vitesse de normalisation des banques centrales. Et c'est ce qui explique en partie, c'est ce que je vous disais en début de présentation, cet ajustement. Eh bien, pourquoi, alors que les fondamentaux sont relativement corrects sur les marchés actions, eh bien, on a une chute, comme on a pu le voir, une correction jeudi et vendredi des indices boursiers américains et européens. Ouais, donc ce que nous disait William la semaine dernière, c'est que ce qui est importé, c'est surtout l'inflation cœur. Et là, on est bien d'accord, c'est que l'inflation cœur est touchée justement donc par cette hausse en fait en question. Donc du coup, en fait, ton point microéconomique découle de ton point macroéconomique, Augustin. Il concerne toujours l'inflation. Et là, je te laisse également en fait commenter le slide de présentation. Parfaitement. Alors, je sais qu'on parle depuis des semaines dans ce webinaire d'inflation, mais il me semblait important de regarder un petit peu en quoi concrètement bien cette inflation elle pénalise finalement les entreprises, en l'occurrence les entreprises européennes, et comprendre un petit peu qu'est-ce qui est un facteur de détérioration de cette profitabilité et ce qui inquiète les investisseurs. Sur ce graphe, on vous a mis la différence entre l'inflation du consommateur, donc ce que paye le consommateur, et l'inflation des coûts de production des entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que c'est relativement stable et neutre depuis plusieurs années. En revanche, sur les 12 derniers mois, on a une forte baisse de cet indice qui en fait illustre bien une hausse ces 12 derniers mois de l'ordre de 8% de l'inflation pour les consommateurs, et une hausse en revanche de 30% des coûts de production pour les entreprises, ce qui illustre bien cette détérioration de la profitabilité. Alors, ce graphe, vous allez me dire, est très inquiétant pour les investisseurs européens. Eh bien, moi, je pense que non. Et c'est tout le contraire. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour les gérants actifs, et en particulier pour les gérants actifs européens, parce que on va pouvoir sélectionner des entreprises qui vont être en mesure eh bien, de profiter de cette période un peu difficile, ou du moins de bien résister pendant cette période de pression sur les coûts de production. Euh, je pense notamment à des entreprises comme Procter Gamble ou Heineken ou Nestlé, qui, on l'a vu récemment, ont réussi à augmenter leurs prix, à transférer ces coûts de production sur le consommateur. Et le marché, d'ailleurs, les récompense, puisque ces titres résistent relativement bien depuis le début de l'année. Et pourquoi c'est important? D'une part, parce que ces entreprises sont capables de maintenir leurs marges à des niveaux relativement élevés. Et
L'autre intérêt, c'est que ces coûts de production, on l'a vu, cette hausse des coûts de production, elles sont liées à des facteurs assez extraordinaires qui sont voués à se normaliser. Et pour une entreprise qui arrive à augmenter ses prix et donc à s'ajuster, une fois que ces coûts de production se seront normalisés, eh bien, c'est logique de penser que eh bien, l'entreprise ne baissera pas forcément ses prix. Et, euh, et donc, les marges de ces entreprises, la profitabilité de ces entreprises qui ont réussi à transférer ces coûts de production sur le consommateur, eh bien, sera améliorée. Donc, premier point Et, positif. ouais. Et deuxième point positif pour les gérants actifs, c'est plus globalement eh bien, pouvoir sélectionner des valeurs qui sont susceptibles de bien performer. Et pour ces entreprises qui ne voudraient pas forcément augmenter leur prix, on l'a vu la semaine dernière, William qui vous parlait du luxe, et de ces entreprises qui ont les capacités d'augmenter leur prix, mais qui ne le font pas forcément, qui ont des marges assez élevées, des fondamentaux solides, ces fameuses valeurs de qualité, eh bien, elles sont également susceptibles de bien performer dans cet environnement. Alors justement, donc, du coup, une situation qui amène à davantage de discrimination et une discrimination qui amène en fait à une quête des entreprises de qualité. C'est là ta minute pédagogique, justement, qu'est-ce qu'on entend par entreprise de qualité sous le prisme de Carmignac. Donc là, en fait, je mets également en avant ton voilà, slide de présentation, je te laisse la commenter. Alors voilà, effectivement, les clients, ironiquement, nous demandent souvent, je comprends bien, évidemment que vous achetez des valeurs de qualité, vous n'allez pas nous dire que vous achetez des valeurs de mauvaise qualité. Et alors, bon point. Je vous rassure, ce n'est pas du tout un terme marketing, c'est bien un style action qui existe et qui existe dans le jargon financier, un style d'investissement. Et qu'est-ce qu'on entend par valeur de qualité et pourquoi c'est important dans l'environnement actuel? Eh bien, la première caractéristique de ces valeurs de qualité, c'est un faible endettement. Très important dans une période de hausse des taux parce que si on a un endettement élevé sur notre bilan, eh bien une hausse des taux va venir renforcer le poids de cette dette dans le bilan des entreprises. Deuxième caractéristique, des marges élevées et stables. Et encore une fois, c'est ce dont vous parlez, William, par rapport au luxe. Ces entreprises ont les moyens de, si elles le souhaitent, eh bien maintenir ou détériorer un petit peu leurs marges, mais de rester la tête en dehors de l'eau. Euh, et troisième caractéristique, eh bien un taux de réinvestissement important. Ces entreprises donc restent rentables puisqu'elles ont une marge assez importante et donc même réduite, continuent à générer du profit. Ce profit, il est réinvesti et c'est ce qui va permettre à ces entreprises, même dans des périodes actuelles, eh bien d'aller chercher des moteurs de performance futurs via l'innovation et via voilà une croissance organique. Et enfin, on l'a vu. On vient de le voir, ces entreprises ont les moyens, si elles le veulent, grâce à toutes ces caractéristiques, d'augmenter ou pas leur prix afin eh bien de transférer une partie de ces coûts de production sur le consommateur. Alors justement, donc entreprise de qualité, c'est avant tout justement donc aujourd'hui votre centre d'attention. Le message de la semaine, Augustin, donc c'est aujourd'hui l'inflation est une opportunité pour les entreprises de qualité, effectivement. Alors, Donc je te laisse là aussi entrer dans le vif du sujet. alors voilà, sans surprise, effectivement, le message est celui que je viens d'évoquer, mais on parlait de bonnes nouvelles. Eh bien, la bonne nouvelle de la journée, peut-être pour vous, c'est que les entreprises de qualité, c'est la spécialité de Marc Denham, le gérant de Carmignac Portfolio Grande Europe, et cela fait plus de 20 ans qu'il en a fait sa spécialité. Lorsque vous achetez un fonds comme Carmignac Portfolio Grande Europe, et bien aujourd'hui, vous êtes du moins certain que les titres que vous avez en portefeuille répondent à ces critères de qualité dont on vient de parler. Alors justement, donc c'est ce que tu évoquais comme fonds d'investissement, donc Carmignac Portfolio Europe. On va en parler pour le coup concernant donc les idées d'allocation. Et là-dessus, donc tu mets en avant dans un premier temps donc les trois principales positions du fonds que l'on a ici. Donc voilà. Donc ça, c'est justement pour illustrer en fait les idées d'allocation. Alors voilà, en fait, il me semblait plus intéressant, un peu plus original plutôt que de vous montrer l'allocation classique ce sont les trois premières positions de la stratégie à fin mars, mais en revanche de vous montrer en quoi ces entreprises qu'on connaît bien, eh bien répondre aux critères de qualité dont on vient de parler. Alors ce qu'on vous présente
sur ce tableau, ce sont les marges bénéficiaires historiques de ces entreprises. On le voit, ce qui saute aux yeux, c'est la stabilité de ces marges bénéficiaires et aussi bien leur niveau relativement élevé. Donc on le voit répondre vraiment à ce dont on parlait sur les critères de qualité. Je vous ai mis un des critères, une des mesures de levier d'endettement de ces entreprises. On le voit également, un levier assez faible. Et enfin, ce taux de réinvestissement, on en parlait, qui, voilà, grâce à cette profitabilité qui est maintenue, eh bien, on va pouvoir réinvestir une partie de ces profits, je le disais, et générer des moteurs de performance futurs pour la croissance de l'entreprise. On le voit, Novo Nordisk qui continue de réinvestir, qui réinvestir ses profits, notamment pour développer de nouveaux traitements, notamment sur le diabète. Roche qui continue d'investir sur l'immuno-oncologie et Schneider, enfin, qui est un des fleurons justement de l'industrie liée à la digitalisation et à l'électrification, et bien qui, grâce à ce taux de réinvestissement et à cette profitabilité, peut continuer de proposer des produits et services toujours plus innovants. Alors, donc là, donc il s'agissait justement des principales positions du portefeuille. Ici, donc on va également parler, pour le coup, de ce fonds qui est accessible directement sur le site internet des e-bourses. Voilà, donc Carmignac, Grande Europe, un fonds donc, que vous verrez directement justement donc, accessible sur notre site en mettant tout simplement le libellé, à défaut justement du code ISIN. Pour le coup, on passe aux questions-réponses, on en a de la part de certains clients. Donc du coup, je pose la première question qui dit, vous dites que la hausse des taux sera persistante sur 5 ans. Faut-il résolument se désintéresser du marché obligataire, Augustin? Alors, ce qu'on a regardé aujourd'hui, c'est les anticipations d'inflation à 5 ans. Donc, vous savez, les marchés, ils sont toujours en train de regarder dans le futur et cette hausse des anticipations d'inflation, elle ne sous-entend pas forcément que les taux vont continuer de se tendre sur plusieurs années. Les marchés, il est tout à fait possible que, d'une part, les marchés se stabilise enfin quant à la vitesse de normalisation des banques centrales, notamment si l'inflation atteint un pic, et c'est tout à fait possible parce que la Chine, on l'a vu, le ralentissement chinois, il est tout à fait susceptible d'entraîner un ralentissement justement de la progression du cours des matières premières et donc un ralentissement de l'inflation. Et on le sait, c'est ce que disait William la semaine dernière, on le sait qu'on est susceptible à tout moment d'atteindre un pic d'inflation. Et ce pic d'inflation, ben, il permettrait aux banques centrales bien d'arrêter de revoir à la hausse la vitesse de la normalisation et peut-être au marché obligataire, de se normaliser. Euh, dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que il me semble que pour un des fonds disponibles chez nous, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, eh bien, il a dans tous les cas les moyens de gérer à la hausse ou à la baisse ces risques de taux. Alors, autre question concernant justement donc, la définition des entreprises de qualité. Donc, tu évoquais 4 éléments. Donc, la question qui est posée, c'est dans la configuration des marchés actuels, est-ce que est-ce qu'il y a une hiérarchisation entre les éléments en question? Donc, est-ce que certains éléments aujourd'hui importent davantage dans justement cette quête des entreprises de qualité que d'autres? Alors, le problème en ce moment pour les marchés, euh, c'est difficile de répondre parce que le problème en ce moment pour les marchés, c'est bien que la macroéconomie est en train un peu de dicter la performance des indices boursiers. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est justement de faire attention à tous ces fondamentaux pour que, à l'avenir, quand les marchés vont enfin revenir sur les fondamentaux, eh bien, on puisse, euh, on puisse revenir sur une performance alignée avec justement ces critères-là. Et je pense que le plus important pour la croissance d'une entreprise à long terme, pour la performance à long terme d'une entreprise, c'est bien ces moteurs de performance qui sont sans cesse reconstruits. Et c'est pour ça que le cœur de l'approche de Marc Denham, c'est l'innovation. Et, euh, et je dirais que pour qu'une entreprise innove, le plus important, c'est qu'elle reste profitable pour qu'elle puisse alimenter cette innovation et qu'elle réinvestisse cette profitabilité. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc ces deux facteurs-là sont peut-être les plus importants pour une performance à long terme de ces entreprises. L'innovation, éventuellement, à l'arrêt.
Donc c'est ça. Donc et en fait, donc une autre question sur les entreprises de qualité, ne peut-on pas craindre en fait un effet de concentration justement donc sur ces entreprises de qualité qui sont, bah, on imagine, recherchées aujourd'hui par la plupart en fait des gérants actifs, quoi. Ce qui est certain, et c'est pour ça que on préconise d'être positionné plutôt sur ce type de valeur, c'est que dans un environnement de croissance relativement faible, de hausse de taux, c'est certain que les investisseurs qui aujourd'hui peinent à trouver des sources de rendement hein, sur quelconque classe d'actifs et qui du coup, ben, la classe action reste la principale source de rendement, eh bien, il est très possible que une prime soit payée pour ces valeurs de qualité et donc viennent renforcer la performance de celles-ci. Mais c'est plutôt positif. Et c'est ce qui nous paraît important pour la performance de ces valeurs sur les prochains mois et les prochaines années. Il faut peut-être rappeler justement que vous êtes surtout dans une gestion de conviction où en fait c'est ce que vous prenez, c'est en fait le buy and hold, c'est-à-dire en fait le fait d'être sur un horizon un peu long terme sur les titres que vous détenez en portefeuille. D'accord. Donc du coup, une toute dernière question, Augustin. Le quid justement de la place à donner à la gestion value aujourd'hui en fait, c'est ça. Alors la gestion value, ça veut un peu tout et rien dire parce que D'accord. finalement, est-ce que certaines entreprises aujourd'hui de croissance ne sont pas aujourd'hui un petit peu value parce que ce qu'on cherche dans la value, c'est une entreprise qui finalement est assez décotée par rapport à son potentiel futur. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que même au sein de certaines valeurs de croissance, au sein du style de croissance, on a des entreprises qui ont fortement corrigé, qui ne reflètent pas aujourd'hui les fondamentaux. Et dans ce sens, eh bien, il y a une forme de value au sein du style croissance, au sein du style de qualité. Et c'est bien cela qu'on met en avant dans les fonds qu'on propose. C'est entendu, Augustin. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, merci énormément à tous les participants d'être restés présents justement tout au long de cette session. Merci Augustin pour tes explications et justement donc ton éclairage. Et nous vous donnons rendez-vous donc du coup même jour, même heure la semaine prochaine pour un nouveau point marché avec Carminac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imen, et merci à tous. Au revoir. Au revoir.